qui appartiennent à la franchise digitale. Donc j'accompagne aujourd'hui Ludovic Hervaux, qui est le responsable formation chez Winkea, pour présenter ce webinaire. Ce webinaire, il a pour objectif de passer la parole à des chefs d'entreprise qui ont connu cette phase de reconversion, avec tous les doutes qui vont avec. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est de les interviewer pour qu'ils puissent vous transmettre à vous, qui êtes aussi dans cette phase de questionnement, qu'ils puissent concrètement vous transmettre tous les conseils pour réussir votre reconversion et ce lancement dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un webinaire qui va durer environ 45 minutes avec plusieurs questions qui vont être posées à notre intervenante du jour. Et s'en suivra un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les indiquer dans la zone de chat. On les notera pour les poser en fin de webinaire. Je vais pouvoir donc laisser la parole à Ludovic, qui va interviewer aujourd'hui Annick Manry, dirigeante de la société Annick Manry Conseil et Formation. Je leur laisse donc la parole et bon webinaire à tous. À tout à l'heure pour vos questions. Merci Steve. Et bien écoutez, bonjour à tous. Moi je suis ravi en fait d'animer de co-animer donc ce nouveau webinaire en fait sur 45 minutes pour passer de salarié à entrepreneur. Donc moi je suis en effet Ludovic Hervaux, responsable de la formation pour Winkea. Je suis également à la tête d'une agence de web marketing, donc une agence de marketing digital à Vannes qui se situe dans le Morbihan. Et en fait nous appartenons en fait les agences InWin au groupe InWest. Alors vous allez me demander qu'est-ce que le groupe InWest. En fait, le groupe InWest, en fait, c'est plusieurs sociétés en fait qui ont pour vocation en fait d'accompagner les entreprises dans leur démarrage et leur développement, mais aussi les aider à accélérer et à pivoter en mettant les hommes et le digital au centre des activités. Winkea est finalement en fait une nouvelle brique en fait pour justement donc former les porteurs de projets en reconversion, à entreprendre à l'ère du digital. Donc voilà pour la présentation. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Annick Manry. Donc bonjour Annick. Bonjour à toutes et tous. Et bien déjà, en fait, je te remercie sincèrement en fait, d'avoir accepté notre invitation pour venir témoigner un petit peu de ton expérience, de ton passage, je dirais, de salarié à entrepreneur, entrepreneuse, entrepreneureux, on dit en fait un plus précisément. Donc pour démarrer, la question, en fait, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Et moi, ce qui m'intéresse un petit peu particulièrement, plus particulièrement et peut-être également nos auditeurs, c'est, je dirais, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été le point de bascule, en fait, donc du salariat vers l'entrepreneuriat? D'accord, alors déjà, merci en retour à vous, à l'équipe Winkea pour votre invitation. Alors, je vais essayer de faire rapide sur ma présentation de mon parcours. Alors, déjà, pour information, j'ai un cursus universitaire qui est essentiellement centré sur la psychologie du travail et la psychologie sociale. Et j'ai obtenu aussi un master en gestion des entreprises et des administrations, pardon. Donc ça, c'était il y a un bon nombre d'années. Et assez rapidement après mes études, j'ai intégré un grand groupe dans le travail temporaire et le recrutement, dans lequel j'ai travaillé presque une dizaine d'années, en commençant à faire mes premiers pas dans une agence d'intérim, où j'ai pu mettre à disposition du personnel, notamment soignant, médical et paramédical. Et comme souvent dans les grands groupes, on a plus facilement l'opportunité en fait de bouger et de changer de poste. Et j'ai eu la chance en fait de travailler pour une autre société du groupe, à peu près à mi-chemin dans mon parcours, pour intégrer un cabinet de recrutement où là j'ai exercé donc pendant 5 ans, un peu plus de 5 ans, 5-6 ans, en tant que consultante en recrutement. Voilà, donc j'ai exercé pendant presque une dizaine d'années dans le domaine du recrutement. Et puis, alors il y a maintenant 4 ans, 5 ans même, j'ai eu l'envie, qui me trottait déjà un petit peu dans la tête, de retourner faire mes études pour terminer mon cursus en psychologie du travail et obtenir mon titre de psychologue. Donc, ce qui a fait que je me suis absentée de mon poste de travail en tant que salariée pendant presque 1 an. Et à mon retour, armée de plein de nouvelles compétences, j'ai tenté d'évoluer aussi au sein du groupe sur d'autres métiers et de me positionner sur d'autres activités avec ces nouvelles compétences à la main. Et il se trouve que malheureusement, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Donc, pour rebondir sur la question de qu'est-ce qui m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat, la première des raisons, c'est ça, c'est d'avoir eu envie de mettre à disposition et à profit mes compétences, mes nouvelles compétences,
ce qui n'a pas été possible malheureusement au sein du groupe dans lequel je travaillais en tant que salariée. Et on va dire que la deuxième chose, c'est cette peut-être envie un peu cachée, mais présente quand même, justement de pouvoir entreprendre, de pouvoir proposer des choses, de pouvoir être un peu maître de mes actions, qui me trottait aussi un petit peu dans la tête. Et pour finir, je dirais la troisième des raisons, c'est qu'en tant que salariée, j'étais aussi sur les dernières années micro-entrepreneur, puisque je donnais quelques cours en école de management. Et donc, pour ça, j'avais déjà créé un statut de micro-entreprise. Et donc, je me suis dit, bon, allez, ce statut existe déjà, pourquoi pas l'utiliser dans un premier temps. Et c'est ça aussi qui m'a permis peut-être de prendre mon envol dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc, du coup, alors, en fait, ce que tu nous dis finalement, c'est que c'est le manque d'opportunités et de développement finalement je dirais, dans ta société qui t'a fait t'interroger, on va dire. Et puis, et finalement, il y a quand même en toi une petite flamme qui te disait, visiblement, je veux créer mon entreprise, quoi. Oui, et j'ajouterais même une petite chose, c'est aussi, à ce moment-là, en tout cas dans ma carrière professionnelle en tant que salariée, j'ai manqué d'accompagnement de managérial à ce moment-là, et je pense de confiance aussi qu'on aurait pu me laisser pour pouvoir entreprendre, ne serait-ce qu'aussi en tant que salariée au sein d'un groupe, en fait, finalement. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu trop cloisonnée, fermée dans ce que j'avais envie de faire et de proposer. Ouais, tout à fait. Lorsqu'on a préparé l'interview, en fait, donc là, tu as parlé de confiance. Et Oui, en fait, tu as relié directement en fait, la confiance à la prise de risque. Et en fait, on sait en effet que la prise de risque en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est présent quasiment constamment et qu'il faut effectivement apprivoiser. Comment tu vis tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, sur la prise de risque? oui. Alors du coup, ça me fait sourire, mais oui, effectivement, je pense que c'est l'élément clé en fait de l'entrepreneuriat. Pour moi, sans prise de risque, en fait, il y a de l'enjeu, il y a du challenge, et quand on devient entrepreneur, et la prise de risque, elle est évidemment là avant d'attaquer, elle est là au début, elle est là pendant, elle est là tout le temps, effectivement. Mais c'est un peu ça qui, en tout cas pour ma part, a été un boost, parce que je pense qu'effectivement, sans prendre de risques, malheureusement, on n'est pas un vrai entrepreneur, et oui, ça fait peur, hein, bien sûr, qui dit risque dit peur, dit doute. Voilà, dit je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas si je vais faire mon chiffre le mois prochain, je ne sais pas si mes activités vont fonctionner, je ne sais pas si je vais avoir des clients. Mais en tout cas, il faut prendre ce risque-là aussi en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir qu'il y en a, il faut savoir qu'il faut en prendre au départ et que finalement, on en prend un peu tout le temps. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais je ne m'arrête jamais de prendre des risques. Bien que, là aussi, mais c'est mon tempérament et ma personnalité, je suis aussi très mesurée dans les risques que je peux prendre, bien sûr. C'est ce que je voulais te dire. Tu m'avais dit aussi, c'est vrai qu'au départ, en fait, je mesurais vraiment, vraiment les risques que je prenais pour justement donc, pouvoir se développer. Oui. Donc, quand on a préparé également donc, je dirais, notre entretien, c'est vrai qu'on a également parlé de digital, forcément. Donc, nous, on a un gros actif, on va dire, sur la partie digitale. Et entreprendre aujourd'hui, c'est forcément tenir compte du digital. Et toi, la question, en fait, c'est comment tu as intégré en fait ces notions-là, en fait, dans ton quotidien, je dirais dans ta stratégie peut-être même d'entrepreneuse. Alors, au démarrage, pour moi, la première chose qui était à faire, c'est effectivement de pouvoir être visible, de pouvoir, lorsque j'allais en clientèle, proposer des choses visuelles, etc. Donc, la première des choses que je voulais faire et que j'ai réussi à faire, mais pas toute seule et loin sans peine, c'est de créer un site internet. La création du site internet, même si dans l'occurrence, encore aujourd'hui, n'est qu'une vitrine, ça permet quand même d'avoir un outil de présentation, un outil commercial, un outil de suivi, un outil de sécurité aussi. Je trouve que ça sécurise beaucoup, et de qualité. Donc voilà, pour moi, en tout cas, ça a été ça, la création du site internet. Et là, je me suis retrouvée pas mal en difficulté parce que je ne connaissais rien à la création d'un site, ni au graphisme, ni à comment on fait pour créer un logo. Voilà, tout ça, je ne savais pas faire.
Et puis, aujourd'hui, ce que j'ai fait progressivement, et je sais que j'ai encore à me former et à me faire accompagner là-dessus, mais progressivement, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Alors moi, j'utilise beaucoup LinkedIn parce que c'est un de mes outils, notamment dans une de mes activités professionnelles aujourd'hui, qui est le recrutement. Mais j'utilise aussi beaucoup les autres réseaux et de plus en plus, comme Instagram, par exemple. J'ai un compte Instagram professionnel sur lesquels j'essaie de diffuser pas mal de choses. Pour ça, il faut du temps aussi. C'est aussi pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Pourquoi pas d'avoir l'expertise avec soi pour gérer cette partie-là. Alors, je reviens un petit peu sur le site internet. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu comment ça s'est passé? Oui, alors sur le site internet, je me suis fait accompagner de la CCI pour ça. En fait, la première démarche que j'ai eue en tant qu'entrepreneur, c'est d'essayer de participer à des salons dédiés à l'entrepreneuriat, à la création d'une société ou d'une start-up. Je ne sais pas si on va en reparler, mais on l'a vu aussi en préparation, mais j'ai déchanté beaucoup lors de ces forums-là, de ces salons-là. Pour autant, c'est à ce moment-là que j'ai pu avoir ce contact avec la CCI qui a bien voulu effectivement m'accompagner sur la création de mon site, sur quel site utiliser, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce site-là, à quoi il va servir, etc. Donc, j'ai eu, on va dire, entre 4 et 5 rendez-vous avec un conseiller de la CCI. C'était il y a 4 ans, pour pouvoir au moins créer ce site vitrine-là. Voilà. Tu dis que tu as déchanté par rapport au réseau, c'est ça? Par rapport au salon auquel j'ai assisté en tant que nouvelle entrepreneuse, parce que je n'étais pas encore d'ailleurs vraiment en création. Donc, j'avais envie d'anticiper un peu et justement de m'informer sur justement quels étaient les accompagnements possibles, y compris d'ailleurs financiers. Et donc, j'ai assisté à un ou deux salons, pas énormément, parce que une fois de plus, j'ai été assez déçue, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas adapté à mon fonctionnement, à mon statut, etc. Parce qu'en fait, quand on crée une entreprise, souvent on pense, mais parce que c'est aussi un peu en vogue en ce moment, mais on pense qu'il faut pouvoir être innovant et voilà, et apporter des choses assez nouvelles qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement et souvent orienté produit et pas forcément service. Donc du coup, quand je me suis retrouvée en forum du salon de l'entrepreneuriat, je me suis dit bon ok, finalement on me ferme la porte parce qu'on me dit que moi toute seule sur de la prestation de service, sur des choses qui existent déjà, on ne pourra pas m'aider financièrement, on ne pourra pas m'aider sur la création d'un site, on ne pourra pas m'aider sur le développement commercial, on ne pourra m'aider sur rien. Donc j'ai assez déchanté, je me suis dit bon ok, il va falloir faire autrement. Ouais, alors qu'en fait, il y a quand même plein de possibilités, effectivement, d'essayer d'innover, justement. Néanmoins, c'est vrai que du coup, ce point-là, on l'avait abordé, en effet, la formation, le coaching, etc., qui semble a priori pas comme ça très innovant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les techniques, notamment de la visio, mais d'autres techniques, nous permettent aujourd'hui en fait, d'utiliser en fait, les outils digitaux et véritablement innover en fait, dans ce domaine. Oui, après, c'est plus moi en termes d'activité que je proposais dans ma société, au sein de ma société, qui n'était pas innovant. Donc, du coup, on me fermait la porte parce que je n'étais moi-même pas innovante, en fait. Donc là-dessus, je ne sais pas trop où en est le marché d'ailleurs aujourd'hui sur l'accompagnement, mais j'avoue que c'est dommage parce que si on n'attend que des startups dans la deep tech pour aider ces personnes-là, c'est dommage. Aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs qui proposent des activités professionnelles qui ne sont pas innovantes, mais dont on a besoin au quotidien, dont toutes les entreprises ont besoin. Après, l'innovation, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à penser à l'innovation. Quand on parle d'innovation, on pense tout de suite à la tech. Mais en fait, l'innovation, elle est parfois simplement dans des process, dans du management, dans la façon de faire les choses. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi un point qui est vraiment intéressant à creuser. Et j'en profite, puisque tu parles de ça, et c'est des choses, effectivement, qu'on essaye de mettre en valeur, en fait, dans nos formations WinCare. Voilà. Donc du coup, alors justement, la transition, je vais la faire par rapport justement aux formations. Alors toi, tu avais suivi une formation pendant que tu étais encore salarié. Donc bien évidemment, la formation, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et dans nos échanges, tu m'as dit également en fait, que finalement, tu ne t'étais pas beaucoup formé sur cette partie entrepreneuriale. Et du coup, alors comment tu as fait alors? Comment tu as fait pour te mettre en route, on va dire? J'ai fait toute seule comme une grande. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai bien fait. Hein. Non, alors j'ai quand même essayé. Hein, malgré tout, j'ai assisté, pareil, à des webinaires en ligne. Quand on est… Alors, moi, j'ai encore aujourd'hui le statut de micro-entreprise.
qui est d'ailleurs aujourd'hui entreprise individuelle. Et il y a des spécificités on va dire à la gestion de ce type de structure-là, qui n'est pas tout à fait la même que la gestion d'une société en tant que telle. Donc, du coup, j'ai assisté quand même à quelques petites formations en ligne, des webinaires. Il y avait aussi justement un accompagnement avec la CCI là-dessus. Mais ça reste très basique, en fait. Et pour autant, c'est vrai que je pense que c'est important de se former. Si c'était à refaire, je ferais les choses un petit peu différemment. C'est important de savoir déjà vers qui s'orienter pour pouvoir se faire accompagner et se former correctement, y compris par rapport au statut aussi d'entreprise qu'on décide de choisir. Mmh. Et donc, oui, la formation, elle est importante sur la partie gestion d'une entreprise, parce que j'ai obtenu un master en gestion des entreprises, mais c'était il y a 15 ans, et honnêtement, ça ne voulait pas dire qu'aujourd'hui, j'étais capable de créer une entreprise comme ça toute seule non plus. Mmh. C'est important de se former sur la partie comptabilité, fiscalité, parce que là aussi, ça compte, y compris pour aussi la prise de décision sur le statut qu'on veut, et sur la partie commerce aussi. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir vraiment une appétence et d'avoir travaillé en tant que commercial pendant longtemps. Donc, du coup, on va dire que j'ai de la chance par rapport à ça, même si je pense qu'on a à découvrir tout au long de sa vie aussi. Oui, la formation, elle est importante tout le temps. Mais au démarrage, j'avoue que ça, si je devais le refaire, je le referais différemment. Et je me ferais certainement effectivement accompagner par une structure pour avoir ces compléments là de connaissances que je n'avais pas au préalable et qui ont été un challenge en plus, en fait. Alors du coup, tu nous dis effectivement que tu es en train de te construire avec la formation. Je dirais c'est l'expérimentation en fait qui te donne entre guillemets des idées, des pistes en tout cas de développement, notamment liées à la formation. Est-ce que sur la partie digitale pure, qu'est-ce que tu as mis en place en fait, depuis que tu as démarré? Alors sur la partie digitale pure, pas grand-chose en réalité, parce que, une fois de plus, alors mon site internet est créé, je l'alimente rarement parce que du coup, je n'ai pas beaucoup bougé aussi mes activités, Mmh. et c'est plus, une fois de plus, un outil vitrine en fait, pour qu'on puisse, voilà, juste au moins voir quel est mon parcours, ce que je propose, etc. Après, voilà, j'essaie de faire vivre les réseaux sociaux. Après, une fois de plus, en fonction des activités des uns des autres, on n'a pas forcément la nécessité d'être visible ou de faire vivre tout ça au quotidien, surtout quand on est seul, parce que du coup, utiliser le digital, y compris pour faire de la communication, du coup, c'est bien et ça fait de la publicité, mais par contre, il faut derrière arriver à gérer seul parfois les commandes supplémentaires et puis l'activité qui peut être plus ou moins intense en fonction des périodes. Donc sur l'aspect digital pur, je n'utilise pas beaucoup de choses. Je suis très souvent sur LinkedIn, par exemple, sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux en termes de digital, oui. Mais sur le reste, pas forcément. Donc tu utilises un site internet, le tien? Oui, Ah bon? oui, oui. Tu utilises essentiellement LinkedIn. LinkedIn, Et oui. du coup, comment tu t'organises alors par rapport à LinkedIn? Alors, comment tu t'organises concrètement en fait? Ça peut intéresser. Oui, alors moi déjà c'est un outil que j'utilise une fois de plus pour mon activité recrutement. Donc dès que j'ai un recrutement à faire, d'ailleurs j'ai pas plus tard qu'à midi, je postais une offre sur ce site-là. D'accord. J'utilise effectivement le site. Par contre, effectivement, je me rends compte que par mes formations, mes auto-formations, j'arrive à connaître les trucs et astuces pour être visible, pour savoir quand il faut poster, etc. Mais je me rends compte aussi que c'est peut-être pas suffisant. Il me manque peut-être des trucs et astuces complémentaires pour pouvoir être plus efficace. Mais voilà, donc j'utilise de cette manière-là déjà aussi. Et puis, dès qu'il y a des articles qui me parlent et qui font sens avec mes activités, avec ce que je perçois, je diffuse aussi. J'essaie de faire pas mal de réseaux et de partager là-dessus. Le réseau, pour moi, c'est hyper important. Et c'est autant, jusqu'à il y a quelques années, on parlait beaucoup de réseaux, même terrain, de réseaux physiques, etc. Oui. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par le digital, justement. Voilà, donc après, il faut que ce réseau il vive et qu'il continue à se construire. Donc du coup, c'est en sachant justement notamment à quel moment je diffuse des choses, de quelle manière, avec quels mots, voilà. Alors du coup, tu parles de réseau digital
et le réseau physique. Quel parallèle, quel lien en fait tu pourrais faire entre les deux dans ton quotidien en fait est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ouais, je vais essayer de répondre rapidement à cette question. Par exemple, dans le cadre d'une réunion de travail ou je sais pas moi, comment on appelle ça? D'un after work, par exemple, professionnel, etc. Je rencontre quelqu'un dont je retiens le nom, mais j'ai pas bien retenu ce que la personne faisait, etc., où est-ce qu'elle exerçait, etc. Je peux effectivement rapidement lui demander qu'on se connecte sur LinkedIn pour garder le lien et pour pouvoir plus tard effectivement essayer d'aller regarder un petit peu quel est le profil, quel est le cursus de formation, quelles sont les activités proposées par ces personnes, etc. Donc, je trouve que du coup, c'est devenu un automatisme en fait quand on rencontre quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, dans mon activité, c'est ça. Plutôt que de se donner une carte de visite, finalement, on s'échange assez facilement le contact digital et le contact LinkedIn, par exemple. Entre autres, parce que aujourd'hui, je sais qu'Instagram se développe beaucoup sur la partie pro aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, le fonctionnement est un peu différent pour constituer un réseau, mais c'est bien aussi. Puis bon, on a passé une période derrière nos écrans pour laquelle on a dû forcément adapter ça aussi. Alors en effet, c'est vrai que la période qu'on a connue nous a un petit peu forcé à digitaliser un petit peu nos actions. Mais je dirais qu'en fait, tout ça, ça semble en effet d'être complémentaire, on va dire. Donc, du coup, c'est plutôt porteur. Toujours sur ce thème, je dirais, de démarrage, la prospection, comment ça se passe? Alors, sur l'aspect commerce et prospection, d'ailleurs, c'est marrant parce que pour rebondir sur la première question, qu'est-ce qui m'a fait aussi me lancer dans l'entrepreneuriat? En tout cas, ce qui m'a fait aussi quitter mon poste d'avant, c'est cette rigueur qui devait absolument avoir lieu tous les mardis matin ou les jeudis après-midi pour faire de ce qu'on appelle du call dans le jargon prospection. Ça, pour moi, c'était quelque chose de contraignant, en fait. Parce que, justement, j'avais ce besoin de m'organiser, de savoir de faire les choses quand j'en avais envie. Parce que ça compte en termes de motivation, sinon il n'y a pas de résultat. Et donc, du coup, aujourd'hui, en termes de prospection, je fais ça un petit peu quand j'ai le temps, quand je me sens. Et pour ça, j'utilise quand même aussi pas mal les réseaux, justement, aussi, donc le digital. Parce que, voilà, une fois de plus, pour faire référence à la période qu'on vient de vivre, la prospection terrain, elle ne se faisait plus trop. Donc, du coup, c'était important d'utiliser aussi les réseaux pour ça. Mais bon, après, j'ai beaucoup moins de contraintes à faire de la prospection aujourd'hui qu'avant. Mais aussi parce que j'ai la chance de travailler avec d'anciens clients, j'ai la chance d'avoir un beau réseau, j'ai la chance d'avoir des recommandations. Et donc ça, c'est chouette, en fait. Et d'autant plus quand on est seul après sur le bateau, c'est chouette. Mais l'ensemble des points que tu as abordés, en fait, ça, c'est la prospection globale, en fait, au final. Oui, tout à fait. C'est pas que la prospection, je prends mon téléphone, je fais un call. Ça en fait partie aussi, certes, mais Oui. il n'y a que ça, en effet. Il y a d'autres manières de le faire, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, y compris le réseau d'anciens collègues de travail ou de pairs avec qui je peux être en contact permanent et qui m'aident aussi à finalement faire ma prospection et du coup sur la partie commerce, ouais. Tout à fait. Très bien, merci. Donc, nous arrivons tout doucement vers la fin de l'entretien, mais avant de conclure, il nous reste encore deux questions. Je crois que parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, en fait, beaucoup sont dans une phase en fait, de questionnement, justement, donc, et au début de leur parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement la liste des pièges à éviter? Si c'était à refaire, entre guillemets. Oui. Alors, je ne crois pas être tombée dans ces pièges-là. Pour autant, j'ai bien conscience qu'ils existent. Je dirais qu'il y en a principalement deux. Le premier piège, c'est de trop attendre avant de se lancer. Je pense que quand on a cette envie, là, ce goût, et puis en plus, cette intuition même qui nous guide un peu, je pense qu'il ne faut pas tarder. Il faut y aller, il faut se lancer. Et même si ce n'est pas… Pardon ? Non, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, en effet, c'est quelque chose qui ressort quasiment systématiquement quand on demande quels sont les pièges à éviter. Je le partage complètement, étant passé également moi-même par là. Ouais. On en a parlé, excuse-moi. Oui, c'est vrai, ouais. Mais ça en revient un peu à la prise de risque, au final, parce que du coup, c'est le risque qui existe, et il existera toujours de toute façon, qui nous freine un peu et qui nous fait dire peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas le bon moment.
Puis il y a aussi un constat de ce qu'on va perdre et ce qu'on sait, on ne sait pas trop ce qu'on va gagner en réalité quand on devient entrepreneur. Donc du coup, oui, bien sûr. Mais voilà, s'il y a bien un piège, je pense, à éviter, c'est ça, c'est de ne pas trop tarder, de ne pas trop attendre, de ne pas trop s'écouter quand même et d'y aller, quoi. Et le deuxième piège, je dirais que, alors surtout quand on est entrepreneur, comme c'est le cas pour moi, quand on est seul, c'est difficile. Et puis c'est souvent d'ailleurs un petit choc quand même quand on sort d'une équipe, d'un grand groupe avec normalement des grosses équipes, des collègues, des managers, etc. Bon, donc là, du jour au lendemain, on se retrouve quand même plutôt seul. Et je pense que ça aussi, c'est un risque, c'est un piège à ne pas, voilà, à éviter à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut continuer à se créer un espèce de réseau, peut-être d'anciens collègues, ne serait-ce que d'échanger aussi avec les clients, etc. C'est important. Et surtout de s'entourer aussi des experts dont on a besoin. Parce qu'une fois de plus, moi, sur la partie business, e-commerce et prospection, je n'avais pas besoin d'accompagnement. Pour le coup, je sais par expérience aussi, pour avoir entendu certains retours d'expérience de collègues, ce n'était pas leur fort et ça ne l'est toujours pas. Tant qu'ils ne seront pas accompagnés là-dessus, ça risque d'être compliqué. Et il voit bien, c'est vrai que du coup, c'est un constat, ça peut être un vrai frein, là. Donc, c'est ça aussi, savoir s'entourer d'experts, au-delà de ne pas être seul, c'est vraiment de ne pas être seul aussi sur ces domaines d'expertise qui peuvent être le commerce, la comptabilité, la communication, le digital, etc. Donc, si je t'ai bien compris, en fait, le premier, c'est ne pas attendre, donc se lancer, ne pas avoir peur de se lancer, la prise de risque. Le deuxième, c'est rompre l'isolement, enfin ne pas rester seul. Et du coup, je dirais s'ouvrir en fait vers les autres et se faire accompagner et surtout échanger en fait avec ses pairs. Exactement. Très bien. Parfait. Écoute, avant de passer aux questions-réponses, juste, est-ce que tu avais un dernier conseil à donner à nos auditeurs qui aujourd'hui donc veulent se lancer, j'en suis sûr. Oui. Après t'avoir écouté. Alors, dernier conseil, non, pas forcément, mais je vais ressortir une petite phrase quand même que j'ai sortie la dernière fois. Je pense qu'il faut 2 doses en fait pour réussir aussi. C'est assez d'audace, donc une bonne dose d'audace, mais aussi une sacrée dose d'humilité pour pouvoir entreprendre et sur la durée. Eh bien, écoute, on finit sur une belle note. Donc, merci Yannick. Et du coup, je me retourne vers Steve pour savoir si nous avons des questions. Oui, on va avoir plusieurs questions. Donc, du coup, la première question, Annick, ce serait par rapport à la prise de risque dont tu parlais tout à l'heure. C'était, à ton avis, est-ce que tu penses que le risque était plus important il y a 4-5 ans ou plutôt aujourd'hui? Ah oui, elle était plus importante il y a 4-5 ans. Parce que je partais d'une feuille blanche. Je partais de rien, j'allais vers l'inconnu. Et une fois de plus, je quittais de nombreux avantages aussi en tant que salarié. Donc oui, indéniablement. Alors, est-ce que tu penses aussi que c'est plus difficile de se lancer aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans? C'est possible. C'est possible parce que les choses ont vite évolué. Le marché du travail est complètement différent, je trouve, aujourd'hui. Donc, c'est fort possible. Et pour autant, parallèlement aussi, il y a des structures, y compris comme la vôtre, qui se créent et qui sont proposées, du coup, il y a des accompagnements qui sont proposés maintenant aux futurs entrepreneurs. Donc, je trouve qu'il y a de plus en plus, d'ailleurs, d'entrepreneurs. Je ne sais pas si vous avez des stats là-dessus, mais et tant mieux, je trouve que les gens prennent confiance et justement prennent des risques et se lancent. Mais ouais, peut-être que c'est plus difficile. J'aurais du mal à répondre clairement à cette question-là. D'accord. Je te remercie. On Alors, avait deux. si je peux me permettre, je pense que je n'ai pas de chiffres précis. En revanche, en effet, il y a vraiment une tendance en fait à la création d'entreprises et notamment des personnes qui se lancent en tant que consultants, entre autres, pour apporter des services en fait externalisés en fait aux entreprises. C'est vraiment quelque chose que, en tout cas, moi, je ressens sur le terrain régulièrement. Oui. Donc, pour continuer dans les... Oui, il n'y a pas de souci. Il faut continuer du coup dans les questions parce qu'on avait d'autres questions. On en a une qui est à propos du digital, donc tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, etc. L'idée, c'est de savoir un petit peu comment tu peux estimer, toi, ou comment tu as estimé ton budget à mettre au lancement. Ah je ne l'ai pas estimé du tout, c'est ça qui était compliqué.
En fait, j'en avais pas, budget. J'avais pas de budget et justement, ne sachant pas trop vers qui me tourner, comment m'y prendre, j'en avais pas. Et il se trouve que ma rencontre avec la CCI à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les conditions sont différentes, m'ont permis d'avoir un accompagnement voilà, sans frais. Mais voilà, j'avais pas de budget. C'est vrai que j'avais pas du tout de notion. Je savais pas combien ça coûtait de créer un logo. Je savais pas combien ça coûtait de créer un site internet et de le mettre en ligne. Je savais pas combien ça coûtait de faire un suivi de référencement. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de notions, mais c'est un budget, hein. C'est un vrai budget, mais qui pour moi est à vraiment inclure dans sa feuille de route en fait, hein, dans son calcul de lancement, quoi. D'accord. Ok. Je te remercie. On a encore plusieurs questions, donc c'est très bien. Quelle a été pour toi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée lors de lancement de ta société? Ah, ça, je crois que c'est Béa. La plus grosse difficulté, je pense vraiment que c'est plus d'un point de vue technique, c'est-à-dire, une fois de plus, statut, fiscalité, compta, voilà. Parce que ça, on ne sait pas faire. Quand on est salarié, en fait, on ne sait pas comment on fait pour créer une entreprise. On ne sait pas si on doit déposer des choses ou pas, si on doit avoir l'autorisation pour créer un nom. Tout ça, en fait, on ne sait pas. Donc, oui, je pense que ça a été ma plus grosse difficulté. D'accord. Tu t'étais fait accompagner justement sur cette partie-là? Bah, j'ai fait du système D. Voilà, une fois de plus, j'ai la chance d'avoir un beau réseau. Donc, dans mon réseau, bah, j'ai pioché un peu à droite, à gauche. Toi, t'en penses quoi? Et comment je peux faire? Et vers qui je peux aller? Donc, j'ai eu un nom de comptable. Ensuite, bah, effectivement, j'ai eu dans mon réseau un nom de quelqu'un qui savait gratter un peu les logos, qui voilà, m'a aidé sur des trucs. Mais sinon, ouais, non, c'est bien pour ça que ouais, ça, c'est difficile au début. Puis en plus, une fois de plus, on est tout seul quand même à la base, hein, donc puis l'entourage est souvent là. Alors l'entourage, pas que proche et personnel, mais même professionnel, hein, les anciens collègues de boulot, etc., sont hyper enjoués pour toi. Ils se poussent même au contraire à y aller. Ouais, c'est chouette, etc. Et du coup, bah, ça aussi, ça met une sorte de pression parce que tu te dis que toi, tu n'as pas le droit à l'erreur, il faut que tu y ailles et tout. Et bon, bah, tu as un peu la pression de l'entourage aussi. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que je viens de dire sur tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est faux, on a complètement droit à l'erreur. Enfin, c'est une bêtise là aussi. S'il y a un autre piège à éviter, c'est ça, c'est de se dire qu'il faut être absolument parfait. Non, on l'est jamais en réalité. Et c'est pas grave, surtout. Ouais, merci beaucoup. On peut en effet se construire avec des erreurs, bien évidemment. Mais il faut. C'est ça qui nous faut avancer aussi, hein. Oui. Bien sûr. J'avais une autre question. Si tu devais te lancer aujourd'hui, que ferais-tu différemment? Ok. Alors, c'est peut-être ça la question de Béa plutôt. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Bien joué. Qu'est-ce que je ferais différemment? Bah, clairement, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'essaierai quand même Enfin, je dis j'essaierai par rapport à la partie budget, mais je me ferai accompagner d'une structure pour bien caler voilà, la partie quand même communication digitale et puis compta fiscal, parce que pour moi, compta fiscal, ça a été quand même compliqué, hein. D'ailleurs, c'est là encore aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, on est en micro-entreprise, en plus les statuts évoluent beaucoup, les conditions, les contraintes aussi, tout ça, c'est différent. En fait, pareil, il y a un passage, on pourrait même faire un webinaire sur le passage micro-entreprise à société, parce que du coup, c'est un vrai pas là aussi. Et là aussi, c'est une prise de risque, on ne sait pas trop voilà, comment s'y prendre. Donc, c'est ça que je ferais différemment. D'accord. Et du coup, je vais avoir une dernière question. Alors là, c'est plus une question que moi j'avais. C'était de savoir un petit peu quelle était ta plus grande satisfaction depuis que tu as créé ta société. Belle question. Waouh! Ma plus grande satisfaction. Déjà, elle est personnelle parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je travaille beaucoup plus sereinement. Alors, ce n'était pas tout à fait le cas il y a 4 ans au démarrage, hein, bien sûr, hein, mais j'organise mon temps, je prends plaisir à travailler avec les personnes avec qui je travaille. Donc, il y a cette première satisfaction-là, de me dire, ah ouais, en fait, je ne me suis pas trompée, même j'aurais peut-être dû faire ça avant, en fait.
La deuxième satisfaction, peut-être, elle est plus professionnelle. En fait, j'ai grandi professionnellement parlant. Faut dire aussi qu'on m'a fait confiance. C'est toujours, enfin, malgré tout, même quand on est seul et qu'on est entrepreneur, c'est un travail d'équipe aussi, en fait, hein, parce qu'on travaille avec des clients, on travaille avec des prestataires. Du coup, c'est un travail d'équipe de cette manière-là aussi. Moi, aujourd'hui, je travaille en équipe avec mes clients, clairement. Et ça, c'est satisfaisant. Et du coup, mon évolution, mon développement aussi, forcément, ça, c'est satisfaisant parce que ça fait maintenant 4 ans. Alors, j'ai pas trop l'habitude, ce que je disais à Ludovic, quand on préparait le webinaire, j'ai pas trop l'habitude, moi, et c'est pour ça aussi que je parlais d'humilité, de vanter mon développement, mon chiffre d'affaires qui a évolué, etc. Et pourtant, c'est le cas. Et indéniablement, c'est une satisfaction. Oui. Pourvu que ça dure. Bien sûr. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Merci. Exactement. Et voilà, on a terminé sur les questions qu'on avait aujourd'hui. Un grand merci en tout cas à Annick et à Ludovic. Je vais juste faire un petit rappel que vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur winkea.fr, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Vous retrouverez tous les anciens webinaires. Et puis, je vais juste vous annoncer que le prochain webinaire sera donc le 19 juillet et je vais laisser Ludovic faire le teasing un petit peu de cette prochaine session. Et puis, encore une fois, merci à Annick. Merci à vous. Alors, en effet, notre prochaine étape, donc le 19 juillet, donc on a commencé à Vannes en Bretagne, donc on est passé par Clermont-Ferrand. Et du coup, la prochaine fois, on va descendre encore un peu plus au sud. Donc, 19 juillet, c'est l'été. On va aller à Marseille, on va aller du côté de Marseille et on aura le plaisir d'accueillir une e-commerçante. Donc, mais je ne vous en dis pas plus, comme d'habitude. Donc, il faudra être présent donc, au prochain webinaire. Et merci à tous et puis très bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci, belle journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.